Imaginez un peu la scène, on étudie le français depuis, disons, 5 ans. Au moins, oui. Voilà, on maîtrise le subjonctif, on connaît la différence entre le passé composé et l'imparfait par cœur, et on a mémorisé des listes mais interminables de vocabulaire. La préparation théorique parfaite, en somme. Exactement. Et puis un jour, on s'assoit à une terrasse parisienne, le serveur s'approche, il pose les verres sur la table et lâche un simple ça roule « ou quoi de neuf ?» Et là, c'est le drame. C'est ça. Soudain, le cerveau s'éteint complètement. Écran noir, c'est la panique totale. Ah oui, le fameux trou noir conversationnel. C'est un phénomène fascinant. L'apprentissage académique prépare magnifiquement bien à passer des examens écrits, mais il laisse totalement démuni face à l'imprévu d'une vraie interaction. Manuel de grammaire et la réalité un peu boueuse, très rapide de la rue. Et notre mission aujourd'hui, en croisant la linguistique pure avec la psychologie, c'est de décoder les règles non écrites de la conversation française authentique. On a rassemblé une collection de sources vraiment variées. Oui, on a des astuces de professeurs très connus en ligne comme Pierre, Alex, Nathalie Feul et Guillaume Posé, ou encore les expressions du quotidien de Oh là la French. C'est ça, et on mêle ça à des concepts psychologiques plus profonds, comme les techniques de répartie de Yann Piette, l'approche de la compagnie Candela sur l'improvisation théâtrale, et même les fondements de l'intelligence sociale détaillés par Wikipédia. C'est un beau programme. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment désactiver cette traduction mentale mot à mot qui nous ralentit pour basculer vers une véritable intelligence sociale. Exactement. D'ailleurs, le premier obstacle à cette authenticité, ce n'est pas du tout un manque de vocabulaire, comme on a tendance à le croire. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un problème de traitement de l'information par notre cerveau. Tant que l'esprit essaie de construire des phrases comme on assemble des briques de Lego, tu sais, une brique après l'autre, la fluidité est tout simplement impossible. D'accord, alors décortiquons ça un peu. C'est là qu'intervient ce concept super intéressant détaillé par nos linguistes, la méthode des blocs ou le fameux chunking. Ah, le chunking, oui. L'idée centrale, c'est que les locuteurs natifs ne pensent jamais de façon isolée. L'école nous a conditionnés à tout analyser, à tout décortiquer. C'est clair. On nous punit presque si on ne sépare pas chaque mot. Voilà. Prenons une phrase toute bête, genre « je ne sais pas ». Un esprit conditionné par l'école va traiter l'information en 4 étapes. Il va voir le pronom sujet, la première négation, le verbe et la deuxième négation. Mais c'est épuisant cognitivement de faire ça à chaque phrase. Complètement. C'est beaucoup trop lent pour une conversation normale. Ça me fait penser à la manière dont on retient un numéro de téléphone. Essayer de mémoriser du vocabulaire mot à mot, c'est comme tenter de retenir un numéro à 10 chiffres en apprenant les 10 chiffres de manière totalement isolée. Le cerveau sature tout de suite. Exactement. On retient toujours les numéros par bloc de 2 ou de 3 chiffres parce que ça crée du rythme, du sens, c'est plus efficace. Et d'ailleurs, la neurologie confirme totalement ton analogie. Le cerveau traite un bloc de mots familiers comme une seule unité sonore, un seul influx nerveux. C'est fascinant. Oui, et c'est pour ça que la méthode de regroupement est si puissante. Nos sources indiquent qu'elle ne demande que 5 minutes d'entraînement par jour. En fait, ça se construit en 3 étapes assez mécaniques. Tu peux nous donner un exemple concret? Bien sûr, on prend un groupe verbal, disons « j'ai l'habitude de ». Ensuite, on lui greffe un complément direct, comme « me lever tôt », et on ajoute un contexte temporel, « en ce moment Ce qui nous donne le gros bloc prêt à l'emploi. En ce moment, j'ai l'habitude de me lever tôt. On le prononce d'un seul souffle, quoi. ». C'est tout à fait ça. Le but ultime, c'est d'éliminer les micro-hésitations. Parce que ces petits silences, c'est ce qui trahit la traduction mentale en temps réel. Mais du coup, pour souder ces blocs entre eux, il faut utiliser ce que j'appellerais le bon ciment. Et là, on entre dans le domaine des connecteurs logiques de l'oral. Ah, le terrain miné par excellence. C'est vrai. Parce que le français écrit, il regorge de mots de liaison majestueux, des trucs comme cependant, par conséquent, en outre. C'est magnifique, oui, dans une dissertation universitaire. Voilà. Mais si on utilise en outre pour commander un deuxième café à cette fameuse terrasse parisienne, on sonne un peu comme un voyageur temporel tout droit sorti du XVIIIe siècle, non? Absolument. La langue parlée a vraiment son propre écosystème de connecteurs. Au lieu de sortir un gros cependant bien lourd, l'oral exige plutôt un n'empêche que. Ouais. Ou alors, au lieu de par conséquent, on a le triomphe du célébrissime du coup. Exactement. Et le fameux en outre passe à la trappe, il est remplacé par un simple et puis ou en plus. Alors là, je me dois de faire une petite pause. Je vais jouer l'avocat du diable une seconde. Je t'en prie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque réel à encourager des mots comme du coup ou bref?
Parce que les puristes s'arrachent souvent les cheveux face à ça. Ils se disent que ce sont des tics de langage qui appauvrissent le français. Sommes-nous en train de promouvoir la dégradation de la langue pour ceux qui nous écoutent? C'est une excellente question et c'est une tension historique inévitable, tu sais, entre la norme académique et l'usage social. Mais il faut se rappeler de la fonction première du langage oral. Qui n'est pas de faire un discours officiel? Voilà, ce n'est pas un concours de rhétorique, c'est un outil de connexion interpersonnelle. Utiliser un connecteur très formel comme autrement dit, ça érige une barrière. Ça met de la distance. Exactement. Le remplacer par un simple en fait, ça abaisse immédiatement les défenses de l'autre. Ça signale qu'on appartient au même groupe social. Et j'imagine que c'est la même logique derrière ces fameuses expressions du quotidien. Dire je pense me la couler douce au lieu de je prévois de me reposer. Tout à fait. Ça montre qu'on maîtrise les codes intimes de la culture, qu'on n'est pas juste en train de lire un dictionnaire. Mais là où ça devient vraiment vertigineux quand on lit nos sources, c'est qu'avoir ces blocs et ces mots familiers, c'est que l'équipement de base. L'enjeu critique, c'est de savoir quand les utiliser. Et c'est là qu'on plonge en plein dans la psychologie, avec le fameux concept d'intelligence sociale. Oui, j'ai vu ça. C'est Edward Thorndike qui a théorisé ça en 1920, c'est ça? C'est ça. Il voulait la différencier du simple QI intellectuel. Il définissait l'intelligence sociale, non pas comme de l'abstraction, mais vraiment comme la capacité de comprendre les autres et d'agir de façon appropriée dans les relations. Et le modèle plus récent de Riggio, qui est aussi dans nos documents, il décompose ça en 3 axes, non? Oui, c'est très clair chez Riggio. On a d'abord l'expressivité sociale, c'est notre capacité à émettre des signaux. Ensuite, la sensibilité sociale, notre capacité à lire les signaux des autres. Et enfin, le contrôle social, l'art de réguler notre propre comportement selon la situation. Ce qui est génial, c'est qu'en français, cette sensibilité sociale, cette lecture de l'environnement, ça se traduit de manière hyper concrète par la navigation entre les 3 registres de langue. Le soutenu, le courant et le familier. Voilà. Et ce qui m'a fasciné, c'est que ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Ça modifie littéralement la mécanique sonore. La prononciation change. Absolument. Le marqueur le plus évident de cette bascule, c'est ce qu'on appelle l'élision. Et bien sûr, la gestion des liaisons. Attends, on fait une petite pause là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. L'élision, c'est bien le fait de manger certaines lettres à l'oral pour aller plus vite. C'est la définition parfaite, oui. En registre soutenu, on respecte chaque mot. On fait la liaison. On dira « ils sont ensemble » en faisant bien résonner le T. D'accord. Et en familier? En familier, la sensibilité sociale nous pousse à raccourcir, à fusionner. Du coup, « tu es française » devient « t'es française », très sec, très rapide. L'élision, c'est vraiment le processus physique qui marque la proximité. J'adore ça. Moi, j'utilise souvent cette analogie. Utiliser le mauvais registre, c'est comme se tromper de vitesse dans une voiture manuelle. Ah, c'est une très bonne image. Tu vois, si on essaye de rouler en première sur l'autoroute, c'est-à-dire utiliser un langage hyper formel dans une soirée entre potes, le moteur hurle, ça frotte, tout le monde est mal à l'aise. Oui, l'ambiance devient lourde. Et à l'inverse, passer la 5e vitelle dans un parking embouteillé, donc parler hyper familièrement à son PDG, ça fait caler le moteur direct. L'intelligence sociale, c'est notre embrayage invisible. Et quand on rate ce passage de vitesse, les conséquences sont presque physiques. Le psychologue Ziller parle de l'estime de soi sociale. Ça explique le gros malaise qu'on ressent quand on se trompe entre le tu et le vous, non? Exactement. Chaque fois qu'on choisit le tu ou le vous, on définit notre position hiérarchique par rapport à l'autre en public. Un mauvais choix, ça crée une friction immédiate, une vraie angoisse. Bon, ce qui nous amène à la situation qui est sans doute la plus terrifiante. Imaginons, on a le bon registre, on a nos blocs de mots, on gère bien l'embrayage social, et là, bam, l'interlocuteur pose une question inattendue. Le syndrome de la page blanche conversationnelle. C'est ça, le cerveau bug à nouveau. Comment on évite ce fameux blanc gênant? Déjà, le premier filet de sécurité, c'est d'automatiser les réponses aux questions rituelles. Face au banal « ça va », l'intelligence sociale dicte de répondre en miroir, selon le niveau d'intimité. Donc, si c'est juste un collègue, on répond « ça va » avec une intonation descendante. Voilà. Si on est en forme, on peut sortir un « au top » ou un « nickel ». Et avec des amis très proches, on s'autorise la vulnérabilité avec un « bof » ou « comme un lundi ». Mais bon, ça, c'est pour la base. Pour les questions qui demandent vraiment de la réflexion, le risque de silence est immense. J'ai trouvé incroyable la technique de survie de Guillaume Posé dans nos sources. La règle des 5 mots interrogatifs. Oui, le fameux FOH. Qui, quoi, quand
ou pourquoi. C'est un algorithme mental de secours qui est redoutable. Vraiment. Face à une question ouverte du genre « Quel est ton film préféré ?», le cerveau peut se figer face à l'infinité des choix possibles. Mais si on passe par cet algorithme, ça structure la pensée tout de suite. L'exemple donné avec le film Intouchable est très parlant, tu veux le rappeler? Oui, bien sûr. Alors, Moi, quoi? le film Intouchable. Quand? Ce n'est pas très récent. Où? Ça se passe à Paris. Pourquoi? Parce qu'Omar Sy est super drôle et touchant. Et voilà! En 5 secondes, on a généré une réponse structurée, sans aucune panique. Mais, j'ai quand même un gros mais, est-ce qu'on ne risque pas de se transformer en robot du service client avec cette méthode? Comment ça? Si on applique cet algorithme à chaque interaction, on va finir par faire des exposés scolaires. Bonjour, voici mon opinion divisée en 3 parties. Ça tue la spontanéité, non? Le danger de la robotisation est réel, oui, si on prend ça pour une fin en soi. Mais le but de ces 5 mots, ce n'est pas de faire un monologue, c'est juste une béquille pour ne pas rompre la chaîne de communication. Une sorte de rampe de lancement, en fait. Exactement. Et c'est là que la psychologue Jacqueline Nadel apporte un point crucial avec la théorie de l'esprit. Attends, la théorie de l'esprit, c'est bien cette capacité à faire tourner une simulation du cerveau de l'autre dans notre tête, pour deviner ses intentions. C'est exactement ça. Notre théorie de l'esprit nous dit qu'un long silence de notre part va créer un malaise chez la personne en face. Les 5 mots servent à éviter ça. Mais une fois qu'on a répondu, la règle d'or de l'intelligence sociale, c'est de renvoyer la balle. De poser une question à son tour. Le dialogue doit être partagé. Oui, l'interaction est un écosystème, pas une interview. Et ça, ça nous fait glisser naturellement vers la dernière partie de notre exploration, parce que éviter les blancs, c'est bien, c'est la survie, mais transformer une petite discussion en un échange mémorable, ça demande ce supplément d'âme, la fameuse chatch ou la répartie. Et ça implique de savoir lâcher prise et de comprendre comment alléger la pression sur l'autre. Yann Piette, dans son analyse des compétences sociales, est très clair là-dessus. Oui, il explique que la pire erreur, c'est de s'appuyer sur des questions d'interrogatoire classiques du genre « tu fais quoi dans la vie ?» Parce que psychologiquement, ça impose une charge énorme à l'interlocuteur. On lui demande de résumer son identité de façon intéressante sur le champ. Ça donne vraiment l'impression de passer un entretien d'embauche en samedi soir, c'est horrible. C'est pour ça qu'il propose la technique du pont. Au lieu d'une question lourde, on fait une supposition. On utilise des formules comme « laisse-moi devenir » ou « ne me dis pas que ». Ce qui est génial avec ça, c'est que même si on se trompe complètement, ça marche, hein. Absolument. Par exemple, si on lance Laisse-moi deviner, avec ton sens du détail, tu bosses dans la compta, et que la personne est en fait musicienne, elle va rire. Elle va corriger d'elle-même avec plaisir. L'échange devient un jeu, et plus une évaluation. Et en lisant nos sources, on trouve plein de petites techniques de répartie qui exploitent ça. Moi, j'ai adoré la technique de l'alternative. Au lieu de demander « Qu'est-ce que tu aimes au cinéma ?», on propose un choix fermé et amusant. Popcorn sucré ou salé ? Feu brillant, parce que ça remplace un questionnaire à développement par un menu à choix multiples. L'effort mental requis s'effondre. Et ça lance direct. Et puis, il y a la technique de la mini-confidence. L'exemple du document est fabuleux. Ah oui, le fameux bouton sur le front. Oui. Avouer en arrivant à une soirée qu'on a failli ne pas venir à cause d'un énorme bouton sur le visage avec lequel on a lutté pendant 1 heure. C'est le pouvoir de la vulnérabilité. C'est ça. On sacrifie un peu de son ego pour offrir à l'autre un espace sécurisé où il a le droit lui aussi de ne pas être parfait. L'imperfection, c'est vraiment le socle des enseignements de la compagnie Candola sur l'improvisation théâtrale. La répartie n'est pas un don génétique, donc... Non, c'est une discipline. Ça demande d'écouter, d'accepter l'imprévu et d'abandonner l'idée de trouver le mot parfait. C'est tellement bien illustré par la façon dont les enfants jouent. Tu sais, quand un gamin dit « moi je suis un pirate », l'autre ne croise pas les bras en disant « c'est factuellement faux, on est dans un parc ». Non, il va répondre « alors moi je suis le dragon ». Ils valident la prémisse, ils construisent dessus. C'est ça la vraie répartie. C'est proposer un jeu à l'autre et pas lui faire passer un examen d'adulte fatigué. L'adulte angoissé cherche la perfection formelle. L'esprit socialement intelligent privilégie la connexion. Eh bien, si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on a couvert aujourd'hui, on a commencé par la mécanique sonore, avec les blocs et les connecteurs familiers comme du coup. Ensuite, on a vu l'intelligence sociale pour gérer les registres et les élisions. On a découvert les 5 mots pour éviter les blancs. Et on a fini sur la magie de la répartie, du pont et de la vulnérabilité. Je crois que la leçon principale de notre exploration pour notre auditoire, c'est que la perfection grammaticale est souvent l'ennemi de la connexion humaine.
Les gens préfèrent largement un échange un peu maladroit mais vivant et sincère, plutôt qu'une interrogation parfaite mais robotique. Et ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice. Toute cette intelligence sociale repose sur nos petites fragilités, sur nos illusions, nos peurs. Or, dans notre monde actuel, l'intelligence artificielle génère des textes d'une perfection absolue, lisses et sans la moindre faute. C'est vrai, le standard devient la perfection algorithmique? Du coup, est-ce que demain, la petite erreur humaine, le léger bafouillement ou la supposition un peu folle lancée pour briser la glace, ça ne deviendra pas le luxe ultime, la preuve irréfutable de notre humanité? C'est une pensée fascinante. Le défaut devient la signature de l'humain. Exactement. À méditer la prochaine fois qu'on cherche ces mots à une terrasse de café. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous. Gardons notre esprit pirate, continuons à jouer avec nos imperfections et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.